Alors, essayons d'avancer un peu plus sur cette question du il n'y a pas de discours antiraciste. Et vous allez voir que ce qui s'oppose à cette disparition idéale de racisme, entre guillemets, c'est-à-dire, j'y insiste, de haine identitaire, de haine d'une identité pour une autre, ou simplement d'agressivité d'une identité envers une autre si elle la chatouille d'un peu trop près. Une manière de garder l'individualisme des collectifs. C'est-à-dire que des collectifs, qui peuvent être des nations, ou des groupes de nations, ou des groupes d'individus, peuvent protéger leur identité en tant qu'ils l'ont définie ou qu'ils en ont l'intuition, la sensation, la protéger par rapport à une autre qui serait rivale ou qui serait hostile. Et si vous voulez, ce qui est très, très intéressant, c'est que ça n'a évidemment pas grand-chose à voir avec les races, encore que l'identité noire ou blanche ait fonctionné un certain temps. Elle ne fonctionne plus trop aujourd'hui, mais les préjugés identitaires que l'on confond souvent avec des préjugés de race, préjugés raciaux et préjugés racistes, ces préjugés identitaires peuvent jouer à l'intérieur même d'une identité. Et j'ai entendu tout à l'heure que un groupe d'Afghans dans une ville, d'Afghans, non, de Tchétchènes, dans une ville française, s'est battu avec un groupe de Maghrébins dans un quartier plutôt tenu par des Maghrébins. C'était assez violent. Or, les deux relèvent de l'identité musulmane, si on prend le référent religieux comme identité. Mais là, c'était une sous-identité. Et évidemment qu'en France, des gens qui postulent pour un travail, qui répondent à une annonce, s'ils ont un nom maghrébin ou très étranger, ils risquent d'avoir moins de chances qu'un Français, disons, de souche. Allez. Mais ce même phénomène, je l'ai observé en Israël, par exemple, pendant des années, et sans doute encore aujourd'hui. Si vous répondiez à une annonce avec un nom juif nord-africain, vous aviez beaucoup moins de chances que si vous répondiez avec un nom juif polonais, juif allemand, etc. Donc, ces préjugés communautaires, collectifs, plutôt que racistes ou raciaux, ces préjugés identitaires, et ils sont, en un sens, bien sûr on peut les apprivoiser, mais ils sont très difficiles à éliminer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la tendance des individus est de rechercher leurs origines. Or, quand ils convergent vers une origine qui n'est pas seulement familiale, qui est plus collective, avec des traditions, avec parfois des dialectes, ils se refondent à partir de cette origine, ils s'identifient à partir d'elle et protègent leur identité comme s'ils protégeaient leur origine. Donc, pour leur enlever ces préjugés identitaires, préjugés évidents qui font que leur identité est meilleure que celle du voisin,
pour leur enlever ces préjugés, il faut leur arracher l'identité. Et là, vous en faites des individus isolés, qui abstraits, qui tombent du ciel. Et ils veulent pas, ils n'ont pas tort. Et bien sûr, les chefs politiques rêvent d'un nous qui serait national, où les gens diraient nous, sous-entendu chaque fois, nous les Français. Mais les gens qui habitent la France ne veulent pas dire nous chaque fois en sous-entendant nous les Français. Ils veulent dire autre chose de plus spécifique, de plus singulier. Donc, si on ne peut pas avoir que des individus, eh bien, on aura des groupes, des identités qui parfois se conduisent comme des individus, c'est-à-dire qui tiennent à leurs contours corporels, mentaux, culturels, et qui disent ce que disent les individus sur la scène sociale sans se le dire. Moi, je suis mieux que toi. Parfois, ils n'ont même pas besoin de le dire. C'est sous-entendu par leur position sociale, etc. Alors, faudrait-il rabaisser toutes les positions sociales pour les égaliser? Donc, à ce moment-là, on aurait vraiment des individus purement abstraits, où le médecin, professeur de médecine serait au même titre que l'institutrice ou que l'éboueur ou que le postier, etc. Là, c'est le nous qui serait le nous communiste, par exemple. Et ça, les gens n'en veulent pas, parce que le collectif que ça faisait était un peu mortifère. Voilà le dilemme. Ou bien on abandonne la revendication de ses racines, de ses origines, et on se retrouve tous individus, mais alors c'est l'agressivité narcissique des individus qui va primer, et je peux vous assurer que les coups de griffe sont sanglants. La guerre interindividuelle, c'est la guerre de la jungle, et c'est ce qui anime le champ social à tous les niveaux, quel que soit le niveau culturel. Ou bien on accepte ces identités, on peut toujours les mépriser en leur collant l'étiquette communautariste, c'est pas toujours des communautés. Mais enfin, si ça fait plaisir à des gens de les nommer comme ça, mais le phénomène est plus profond. On n'arrive pas à trouver le seuil où l'identité collective et l'identité individuelle communiqueraient, mais dans une espèce d'entre-deux, où les gens se rappelleraient toujours qu'ils ont une identité d'humain sur Terre, pas forcément nationale. Mais ça, c'est délicat, c'est un entre-deux très difficile à obtenir, parce qu'il y a aussi la tendance à créer de la différence, à créer tout court. Créer, c'est produire des différences. Et dès qu'il y a une différence, il y a forcément deux termes, A et B, et s'ils se mettent à parler, un dira qu'il est quand même plus important que B, et réciproquement. Donc, on est devant un beau dilemme, heureusement insoluble, et ceux qui prétendent l'avoir résolu ou nous donner le chemin pour le résoudre sont un petit peu menteurs. Comprenez bien que c'est dû au fait que l'individu ne peut pas rester seul. Et Pascal a dit qu'il ne peut pas rester, malheur de l'homme, c'est qu'il ne peut pas rester enfermé dans son espace, dans sa chambre. Il a besoin de se distraire, de sortir un petit peu de son confinement. Et disons que les individus ont besoin de se distraire en rencontrant d'autres,
mais aussi en rencontrant d'autres avec qui il y a de telles affinités que ça fait groupe, et ces affinités s'approfondissant, ça fait une tendance, et celle-ci cherchant ses origines, ça fait tout un flux culturel, ça fait une identité. Et donc, du fait qu'ils ne peuvent pas rester seuls au niveau symbolique, au niveau corporel, bref, qui cherchent quelqu'un à aimer et quelque chose à aimer avec les quelques-uns qu'ils rencontrent et avec qui ils ont des traits communs, des affinités, etc. C'est le même mouvement de l'amour qui les pousse à créer ces blocs identitaires qui sont durcis quand c'est nécessaire, mais qui peuvent être mous. Et c'est un va-et-vient. Les gens se rapprochent de leur identité, ils y tiennent très fort. Et quand elle répond présent et qu'ils ont satisfait ce besoin, ils s'en éloignent. Et pour pouvoir y revenir, c'est Schopenhauer qui disait que les hommes, c'est des porcs-épis, ils ont besoin de se rapprocher pour se réchauffer, puis comme ça pique, ils s'éloignent et ils se rapprochent à nouveau par besoin de chaleur. Voilà, on ne peut pas faire une espèce de nous collectif. Il y en a un qui a rêvé de le faire, c'est Marx. Un nous commun, communautaire de toute la communauté, peut-être même planétaire, de tous les gens qui produisent, qui créent, qui font la culture, la civilisation. Et il avait effectivement horreur de l'individu. Or, l'individu s'est affirmé même dans ces nous collectifs totalisants, totalitaires, et il suffoquait, il avait besoin, et ces nous-là se sont effondrés essentiellement là-dessus, sur le fait que les individus avaient besoin de faire marcher cette dynamique de l'isolement, puis de la rencontre de quelques-uns, d'un petit nous collectif, puis de le développer, etc. Mais pas d'un nous total.